Symposium national sur le contenu local de la gestion de l'exploitation de nos ressources minières. La session deuxième du genre était ouverte aux acteurs du domaine minier. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour ce lundi 2 octobre. Quel est l'état des préparatifs de cette réouverture des classes? Les constats au cours de ce 20h avec Fadima Keita. Les grandes lignes de la saison 2023-2024 dégagées par la FEMAFOOT, l'instance suprême du football malien, au cours d'un point de presse donne les détails sur plusieurs sujets, dont la manne financière en fin de saison. Vous servir est un réel plaisir. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. L'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique s'est tenue du 26 au 27 septembre dernier à Kinshasa. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile, a participé à cette rencontre qui avait pour thème la mobilité climatique en Afrique. Les conseils économiques et sociaux d'Afrique ont également mené une réflexion sur les orientations stratégiques de l'Union au compte de la période 2024-2030. Lors de sa prise de parole, Yacouba Katile a insisté sur le renforcement de l'unité et l'intégration africaine. Je vous propose de l'écouter. Comme membre de l'UCESA, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, aujourd'hui composée d'une vingtaine de pays. De plus en plus on avance, on sent que les choses se gèrent très bien. L'engouement se crée et il y a la détermination parce que de plus en plus on comprend que c'est lorsqu'on est uni qu'on est fort. Mais lorsqu'on est divisé, on est faible. Alors les pays africains, la majorité, ont compris aujourd'hui qu'il faut aller vraiment dans la vraie union. Au-delà même des pays membres de l'UCESA, nous avons encore des partenaires qui sont venus un peu partout. Il y a l'UCESIF qui est là, qui est une fêtière au niveau vraiment de l'espace francophone, des conseils économiques et sociaux. Il y a également nos partenaires du côté de la Chine qui sont là, côté européen également, sans tenir compte des autres pays africains. Et tout cela dénote qu'on accorde une grande importance. Et le fait que tous ces pays se retrouvent en RDC ici, c'est déjà un grand pas dans le cadre de l'intégration, dans le cadre vraiment de la bonne gouvernance au niveau de ces fêtières. Symposium national sur le contenu local de la gestion de l'exploitation de nos ressources minières. La session a été ouverte aux acteurs du domaine minier. Les avantages de la nouvelle loi sur le contenu local de la gestion de l'exploitation de nos ressources minières étaient au centre de la rencontre qui est à sa deuxième édition. Aridou Matina. Sous le leadership du Front de l'émergence et du renouveau du Mali, FER-Mali, les acteurs du domaine minier, sociétés minières, sous-traitants et même communautés locales se retrouvent pour échanger, partager les expériences sur le secteur minier, un domaine particulier qui obéit à des normes et procédures, surtout avec l'adoption de la loi sur le contenu local. Ainsi, en initiant ce symposium national, FER-Mali entend s'investir à donner forme à l'organisation de tous les acteurs. Remercier chaleureusement le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, sans l'engagement duquel une loi sur le contenu local au Mali n'aurait pas vu le jour. Nous nous attendons à une organisation mieux structurée des sous-traitants et des prestataires dans le secteur minier. Pour que la loi qui vient d'être adoptée ne s'arrête pas à l'opportunité, mais que ça soit transformé en prospérité et en bonheur pour le peuple malien. La loi sur le contenu local est l'aboutissement de plusieurs années de démarches. Ainsi, elle ouvre de nouvelles perspectives au développement du secteur minier. Sous ma responsabilité, l'ACPM Mali s'engage à jouer un rôle central dans la promotion de l'industrie minière au Mali. Nous avons la ferme conviction que notre association peut contribuer de manière significative à la création d'un environnement favorable à la croissance et au développement durable de ce secteur. Les participants à ces symposiums, durant la journée, ont eu droit à plusieurs panels animés par des spécialistes du domaine. Démarrage de la deuxième édition de la conférence internationale sur la digitalisation des territoires, les enjeux sécuritaires, le développement des territoires du Sahel, la bonne gouvernance seront entre autres sujets au centre des échanges. Cette édition 2023 permettra aux panélistes de présenter les avancées dans ces différents domaines dans les pays du Sahel. Mamadou Fani.
Vulgariser la digitalisation des territoires au Mali et construire des territoires intelligents, c'est le but de cette deuxième édition de la conférence internationale sur la digitalisation des territoires. Il s'agit pour les organisateurs d'aider les autorités à une planification des activités de développement par la maîtrise du numérique du territoire et ses ressources. Nous avons jugé nécessaire d'organiser cette deuxième édition pour maintenir la dynamique et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés depuis presque 9 ans en matière de digitalisation des territoires du Mali, avec le soutien des communautés OpenStreetMap à travers le monde et également avec le soutien de nos autorités. Le ministère de la Communication et de l'économie numérique salue cette initiative des organisateurs qui s'inscrit dans un vaste programme de modernisation du pays. Incontestablement, l'économie de partage, les réseaux sociaux et le traitement des données personnelles présupposent de connaître le niveau de digitalisation de son territoire afin de mener une réflexion globale et transversale sur la mise en place de stratégies efficaces et ambitieuses. Nous sommes convaincus que la digitalisation des territoires permettra de mieux les sécuriser, de venir à bout de toutes les formes de menaces auxquelles ils sont confrontés et d'aider les hommes qui ont en charge la sécurité et la défense de nos territoires de mener à bien les missions auxquelles ils sont assignés. Plusieurs panels sur la digitalisation des territoires, la sécurité et la bonne gouvernance dans les pays du Sahel seront débattus par les participants durant ces 2 jours de travaux. Engageons-nous à mettre fin aux inégalités, harmonisons les lois, les textes et politiques en faveur du respect des droits des filles. C'est autour de ces sujets que le Forum des éducatrices africaines a tenu hier vendredi un plaidoyer auprès du gouvernement. Mariam connaît pour le détail. Réunis pour un plaidoyer auprès du gouvernement, le Forum des éducatrices africaines FAWE Mali et ses partenaires veulent prendre le taureau par les cornes, en incitant les décideurs à une application des conventions ratifiées par le Mali en matière de protection des droits des enfants. Attirer l'attention des décideurs, du grand public et des médias du Mali sur la nécessité d'accélérer le pas vers l'harmonisation des normes sur les droits des enfants, notamment des filles. Attirer l'attention des décideurs sur la nécessité d'augmenter le niveau de financement public pour la prise en compte des questions de protection des enfants filles. Susciter un engagement des décideurs à mettre fin aux inégalités pour garantir la pleine réalisation des vulnérables. Il s'agit surtout pour les initiateurs de ce plaidoyer d'échanger sur les responsabilités de tous les acteurs pour une égalité entre filles et garçons. Les principes d'égalité et de non-discrimination ratifiés par notre pays, le Mali, doivent servir de repère à l'adoption des mesures législatives, réglementaires et institutionnelles se rapportant à la situation des filles. Il m'est loisible de rappeler l'engagement des plus hautes autorités du pays à protéger et à promouvoir les droits des enfants de façon générale et ceux de la fille en particulier. Cette rencontre a été marquée par des débats sur les défis à relever et par des slams appelant à mettre fin aux inégalités afin de garantir l'épanouissement des enfants, notamment celui des filles. Le droit de vivre sans aucune forme de violence. Je vous l'annonçais tout à l'heure, la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour ce lundi 2 octobre. Les établissements d'enseignement fondamental, secondaire, technique et professionnel sont presque prêts. Toutes les dispositions semblent être prises pour qu'elles soient effectives ces jours. Les constats avec Fadima Keita. Les tables bancs en place, les tableaux noircis, les cartes et croquis déjà affichés, bref, beaucoup de dispositions semblent être prises par les administrateurs scolaires pour un démarrage de la rentrée scolaire 2023-2024. Nous avons passé au nettoyage complet de toutes les classes et mettre beaucoup de l'ardoisine dans les tableaux afin que le travail soit beaucoup plus propice pour les enseignants et bien visible aussi pour les apprenants qui sont les élèves. Et au-delà de tout ça, cette année, on a pensé à
à mettre l'ensemble de tous les croquis qui sont indispensables au curriculum scolaire de tous les niveaux de classe dans la direction et même dans les salles de classe pour enfin faciliter aux professeurs de dispenser les cours. Certains établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel sont opérationnels. Dans des centres de santé nouvellement créés, les laboratoires d'analyse et équipements indispensables sont disponibles. Cependant, les promoteurs des lycées privés ont des inquiétudes. Les inscriptions sont assez timides. Si nous offrons 2 cycles de formation, nous avons aussi des salles de TP et des labos bien équipés. Donc je pense que les apprenants n'auront vraiment pas de soucis à se faire. Les écoles fondamentales, je pense que nous sommes quand même... ces écoles-là sont prêtes. Mais à ce qui concerne les écoles secondaires et techniques, nous avons énormément de problèmes. Nous n'avons pas précis les subventions de l'année scolaire 2022-2023. Nous avons des problèmes de salaire dans nos rangs, des problèmes de location, d'électricité. Et donc, surtout, ce qui est quand même très compliqué, ce sont les fournitures scolaires. Et je profite aussi pour remercier le ministre de l'Éducation par rapport à son sens élevé de l'écoute et surtout sa disponibilité envers nous. Selon les autorités scolaires, les dispositions prises sont rassurantes. Demandez aux parents surtout d'accompagner les élèves. Le suivi parental, il est très très important dans les performances scolaires des élèves. Les dispositions matérielles, les dispositions techniques, tout est fin prêt pour que l'école reprenne le 2 octobre prochain. Tous les aspects sont pris en compte. Cette année, nous avons 2 leçons modèles sur 2 thématiques principales. La première thématique est en lien avec l'éducation aux valeurs. La seconde thématique est en lien avec les conséquences de l'utilisation du téléphone portable à l'école. Donc c'est une année que nous voulons pleine entière. Une année scolaire normale comme les 2 précédentes, c'est le vœu des autorités scolaires, des parents d'élèves, mais aussi des partenaires de l'école malienne. Les radios locales de Gao et leurs auditeurs solidaires aux victimes de l'attaque du bateau Tombouctou qui suivent des traitements à l'hôpital régional de Gao à travers un cri de cœur, ils ont pu collecter plus de 11 millions de francs CFA. Les détails avec Rakia Touré. Les radios locales de Gao et leurs auditeurs au chevet des blessés de l'attaque du bateau Tombouctou. Lors d'une cérémonie, les promoteurs de ces radios ont remis aux 21 victimes civiles prises en charge à l'hôpital et aux victimes militaires des enveloppes. Ces fonds ont été collectés suite à un appel lancé par ces responsables des radios pour soutenir les victimes de l'attaque du bateau dans le village de Zorhui, dans la commune de Bamba. Ensemble, nous avons dit, pour les blessés de l'hôpital, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons donc lancer un message de solidarité. Beaucoup d'associations sont venues à nous pour nous dire qu'ils vont s'associer à nous pour faire aboutir le projet. Et aujourd'hui, on a à 400 000 pour les bénéficiaires individuellement pris et 3 millions pour les forces armées du Mali. Je vais d'abord remercier les gens, depuis qu'on était blessés, les gens qui sont avec nous et les gens qui travaillent à la radio. Franchement, ils nous ont encouragés moralement et financièrement. Et ils sont avec nous toujours. C'est à cause d'eux que nous sommes tranquilles. Le gouverneur de la région a salué cette œuvre de bienfaisance avant de lancer un appel aux hommes de médias de la place. Je remercie les radios pour cette initiative. Ils continuent toujours des messages d'apaisement, des messages n'appelant pas à l'amalgame et surtout des messages n'appelant pas à affoler nos populations. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire de tous ceux qui n'ont pas survécu à l'attaque. À présent, c'est communiqué dans le cadre des efforts du gouvernement en vue du rétablissement de la paix, de la stabilité du vivre ensemble et à la suite des rencontres communautaires des ressortissants des régions du Nord, nous, communauté chérifienne, Kel Ansar, Idnan, Imouchag et Achamanama et alliés, suivant avec une grande préoccupation la recrudescence des attaques
complexe contre les emprises militaires et l'exacerbation des tensions entre les parties signataires de l'accord de paix, de nature à fouler aux pieds tous les efforts de développement et à créer une précarité au sein des populations malgré leur résilience. Saluons les efforts du gouvernement pour recouvrer l'entière souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national dans la diversité et le respect de l'unité nationale. Prenons acte de l'attachement des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger conformément à leur déclaration. Invitons le gouvernement et les mouvements signataires de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger à privilégier le dialogue afin de préserver la paix sociale et faire face aux défis du moment, sécurité et développement. Assurons le gouvernement de notre soutien indéfectible. La campagne agricole 2023-2024 dans la région de Sens s'annonce satisfaisante dans l'ensemble. Ce tableau reluisant a été présenté au gouverneur de la région en visite dans la plaine rizicole. Descend la correspondance de Drissa Koni. Par cette visite dans la plaine rizicole de Sens, le colonel Ousmane Sangaré fait de la proximité le sésame de sa gouvernance. Accompagné de ses proches collaborateurs et des responsables en charge de l'agriculture, il a écouté avec intérêt les explications données sur les ouvrages de vidange, la situation phytosanitaire et autres détails non moins importants. Ce que nous avons cette année prévu environ dans les 70 000 tonnes de riz sur environ 15 000 hectares aménagés. Nous sommes à 99% d'emblavure de ces parcelles-là. La campagne se déroule bien si la pluviométrie s'installe jusqu'en septembre, mais le niveau, la situation phytosanitaire est très satisfaisante et l'état végétatif aussi du riz est aussi au stade bien montaison quelque part et piaison d'autre part. En plus de la riziculture, d'autres potentialités s'offrent à la région, notamment la culture sèche qui présente un panorama plus que satisfaisant. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à un niveau de réalisation satisfaisant de plus de 575 000 hectares. Par rapport à l'année dernière, on était à 555 000. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de réalisation de 101%. Et cela est dû à la pluviométrie. Malgré que les hauteurs reçues cette année sont inférieures à l'année dernière, nous avons assisté à une bonne répartition des pluies dans l'espace et dans le temps. Si la pluviométrie se maintenait jusqu'en fin septembre, nous allons atteindre les objectifs de production de plus de 500 000 tonnes dans la région de Sens. Ces indicateurs reluisants sont non seulement une lueur d'espoir pour les milliers d'exploitants, mais aussi pour toute la région. Et que ce soit des responsables de l'UMB, le directeur régional de l'agriculture, ainsi que les producteurs eux-mêmes, et là, il y a une grande satisfaction parce que les producteurs sont satisfaits. Ils sont d'accord que la campagne agricole cette année est nettement mieux par rapport à l'année passée. Et selon nos renseignements aussi, à la même période, en ce qui concerne la situation de sécurité alimentaire, ça va. Les prix ont un peu baissé et puis le marché est bien approvisionné. Il faut signaler que lors de cette campagne 2023, l'Office du moyen banni et la Direction régionale de l'agriculture ont distribué aux producteurs 5 854,2 tonnes d'engrais subventionnés, toutes qualités confondues. La direction régionale de la santé de Koulikoro vient de recevoir un important lot d'équipements sanitaires de la part de World Vision pour un coût de plus de 20 millions de francs CFA. Ces équipements vont améliorer le cadre de travail des districts sanitaires de Kolokani, Kati, Kalabankoro et Wulesebougou. Djemba Moussa Konate. 820 couches, 18 800 blouses blanches, 4 mobiliers médicaux, chirurgicaux ou dentaires. Ce sont là la composition du don de l'ONG internationale World Vision Mali à l'endroit de la direction régionale de la santé de Koulikoro. Ces équipements visent à améliorer les capacités opérationnelles des centres de santé de Kolokani, Kati, Kalabankoro et Wulesebougou. Les efforts conjugués de World Vision Mali avec d'autres partenaires et avec le gouvernement ont permis des actions concrètes pour faciliter d'une part l'accès aux soins de santé en faveur des populations vulnérables et d'autre part le renforcement des capacités des structures de santé pour les rendre plus opérationnelles. Soyez rassurés que ces équipements renforceront effectivement la prise en charge et améliorera les plateaux techniques au niveau de nos districts sanitaires. Nous restons très disponibles et nous comptons encore une fois sur votre accompagnement.
Les autorités régionales estiment que ces équipements et consommables permettront à coup sûr d'offrir des soins de qualité aux usagers en général et en particulier aux plus défavorisés. La présente cérémonie me donne l'occasion d'exprimer toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude aux partenaires World Vision pour les efforts inlassables consentis dans le cadre de la lutte contre les maladies, la pauvreté et la promotion du bien-être des populations. Ces équipements ont coûté plus de 20 millions de francs CFA à l'Organisation internationale chrétienne d'aide humanitaire, de développement et de plaidoyer World Vision Mali. Parlons à présent de cette opération gratuite de chirurgie de la cataracte à l'endroit de la population malienne. Un projet porté par l'ONG Direct Aid. Au total, il est prévu de toucher 5000 personnes du 28 septembre au 8 octobre 2023. Inaba. Au total, 5000 personnes bénéficieront de cette campagne gratuite de chirurgie de la cataracte du 28 septembre au 8 octobre 2023 au centre LRAC de Djikorounimpara. L'exercice consiste à faire des consultations, des dons de verres correcteurs et de la chirurgie par des spécialistes venus du Pakistan. On distribue pendant la caravane plus de 4000 verres corrigés et puis d'autres cas ophtalmologues. On fait la distribution de ça aussi encore. Donc, en plus que ça, on choisit 500 personnes ou 600 pour la cataracte, pour la chirurgie. Mais cette année, spécialement, on va faire 1000 personnes de chirurgie de cataracte. Selon les spécialistes, la cataracte est une des causes de la cécité. Beaucoup de personnes souffrent de cette maladie dans notre pays. Sentiment de satisfaction pour Adam Maïga, patiente venue de Nyono. Nous sommes venus pour le traitement. Au départ, je ne voyais rien. Avec l'opération, tout est rentré dans l'ordre. Je vois très bien maintenant. Dieu merci. Mon gauche lavée, c'était bien fait, c'est bien passé. C'est extraordinaire, ça va. À 0 francs, oui, effectivement, c'est à 0 francs. Je veux dire aux populations d'avoir du courage de venir au moins se faire soigner. L'ONG Direct Aid est financée par le Fonds cohésien pour le développement. Elle est présente au Mali depuis 1988. Direct Aid appuie la population dans le cadre de la santé, de l'éducation, la distribution d'eau potable. L'Alliance des associations et partis politiques pour le changement APC a animé ce samedi un point de presse pour réaffirmer son soutien aux autorités de la transition. Dans une déclaration lue par son président, Dr Siaka Diarra, l'Alliance salue les efforts en cours. Il est au micro de Mamadou Fani. L'APC s'est assigné comme mission la reconstruction du pays pour une émergence nationale, régionale et internationale en disant non à toute forme de domination ou de soumission. Même pas de suivisme. L'APC est et demeure une force sociale avec qui il faut désormais compter avec ces associations et ces partis politiques dont le nombre ne cesse de croître. C'est pourquoi la convergence des points de vue entre les autorités de la transition et l'APC indique à suffisance le soutien sans faille de notre regroupement à la transition, d'où la constance de son soutien aux autorités de la transition pour l'atteinte de tous les objectifs qu'elles se sont assignés. Pour l'APC, le sacré-saint de sa vision est que le Mali est au-dessus de toute considération partisane et politicienne. Il faut signaler que malgré les crimes odieux perpétrés contre ces paisibles citoyens et innocents, la communauté internationale est restée muette, sans dénoncer ces actes dignes d'être considérés comme des crimes contre l'humanité. La résistance des femmes et la résilience du peuple malien face aux adversités et aux attaques terroristes doivent servir de socle pour tous les Maliens de s'unir dans l'honneur et dans la dignité.
Autre point de presse, cette fois avec le mouvement Mali Espoir et l'Espoir pour la démocratie et la République EDR. Ces formations politiques et certaines organisations de la société civile saluent le récent communiqué du gouvernement relatif aux échéances électorales. Les comptes rendus avec Boubacar Kanouté. Les trois formations politiques, Alliance pour la refondation du Mali, l'AREMA, le mouvement Mali Espoir et Espoir pour la démocratie et la République EDR, ainsi que certaines organisations de la société civile, approuvent le léger report de l'élection présidentielle initialement prévue en février 2024. Ils estiment que les arguments avancés par les plus hautes autorités pour justifier ce report sont suffisants. Par ailleurs, ils réaffirment leur engagement à accompagner le processus de refondation en cours qui vise à redonner au Mali sa place d'antan dans le concert des nations. Nous sommes là aujourd'hui par devoir, suite au report des élections annoncées par le gouvernement, d'opiner et d'informer l'ensemble des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur que cette décision du gouvernement a été sur la base des concertations inclusives à l'issue desquelles nous avons donné notre point de vue. La décision du gouvernement de reporter les élections aujourd'hui répond pour l'essentiel des besoins et des priorités pour les Maliens aujourd'hui. Parce que, indépendamment des éléments techniques que le gouvernement a évoqués dans le communiqué, il y en a encore beaucoup d'autres raisons pour lesquelles il est assez courageux et responsable et cohérent de reporter ces élections. Parce que vous savez, pour la majorité des Maliens aujourd'hui, l'élection, ça ne leur dit pas grand-chose. Il faut libérer le Mali. Le professeur Salikou Sanoko, non moins président de l'Espoir pour la démocratie et la République EDR, a profité de cette tribune pour demander aux Maliens de se rassembler autour de l'essentiel avant de saluer la création de l'Alliance des États du Sahel. Les nombreux défis du moment auxquels le Mali est confronté doivent être pour nous l'occasion de faire preuve de notre sens de la responsabilité. De par nos discours, nos actes quotidiens, nous devons être des vecteurs de rassemblement. Nous profitons de l'occasion pour saluer la création de l'Alliance des États du Sahel. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise multidimensionnelle qui traverse notre pays. C'est autre communiqué. L'ADEMA PACJ prend acte de la décision du gouvernement publiée dans un communiqué numéro 60 du 25 septembre 2023 portant report de l'élection présidentielle initialement prévue pour les 4 et 18 février 2024. Dans la même annonce, le gouvernement décide de surseoir à s'inédier aux autres élections qui devraient permettre de doter le pays d'organes de gestion des proximités élus et légitimes pour une pleine participation des citoyens à la base à la gestion des affaires publiques. L'ADEMA PACJ constate que ce report consacre une nouvelle prolongation de la transition, même si le gouvernement réaffirme sa volonté d'effectuer un retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. L'ADEMA PACJ exhorte les plus hautes autorités de la transition à activer le cadre de concertation avec la classe politique et tous les autres acteurs de la vie socio-politique nationale ainsi que les partenaires de la communauté internationale pour poursuivre les échanges en vue de parvenir à un chronogramme électoral acceptable et réaliste permettant d'organiser des élections générales démocratiques, inclusives, transparentes et sécurisées. La plateforme Fusi Mali vient d'animer une conférence de presse à son siège à Missabougou. Au menu de cette conférence, la situation politique du pays. Ibrahim Kaoukonate. La plateforme Fusi Mali réaffirme son soutien aux autorités de la transition. Occasion également pour les responsables de l'organisation de revenir sur les initiatives et les décisions prises par le gouvernement en faveur de l'honneur et la dignité du peuple malien. Cette dignité retrouvée du Mali est le ciment de la souveraineté et des efforts que nous devons désormais consentir. Mais nous devons consentir d'abord pour penser par nous-mêmes et agir par nous-mêmes. Choisir, affirmer et défendre pleinement notre modèle de gouvernance politique. Pour avoir été associé à la rencontre préparatoire, Fusi Mali se reconnaît dans la décision du léger report de la tenue des élections au Mali. En son temps, nous avons demandé, vu
le délai court pour mars 2024, fin de la transition, nous avons souhaité de faire uniquement les élections présidentielles, quitte à les coupler avec les législatives. Fort heureusement, nous avons été entendus. Donc nous soutenons effectivement cette nouvelle proposition. La plupart de ceux qui nous disent d'aller aux élections seront les premiers à crier comme quoi les élections ont été mal organisées et n'ont pas été inclusives. Je crois que toute décision qui est de nature à essayer de rendre les élections la plus inclusive possible, pour moi, c'est une décision salutaire. Je ne verrai pas de mauvais œil que les élections soient retardées jusqu'à ce qu'on puisse avoir une paix sociale plus forte. FISI Mali est une plateforme de la société civile regroupant les associations et partis politiques pour soutenir les forces armées et de sécurité et défendre l'intégrité territoriale. Des kilomètres de rues pavées au quartier de Banankabougou en commune 6 du district de Bamako. C'est un hommage à l'opérateur économique fait à Loukouma. C'est l'œuvre de Seydou Nantoumé de Toguna Agro-Industrie. L'infrastructure a été inaugurée ce samedi. Batraoré. Rue pavée 741 à Loukouma. C'est 15 000 m² de réalisation au cœur du quartier de Banankabougou en commune 6 du district de Bamako. C'est au total 6 rues pavées d'une longueur totale de 2 km pour faciliter la mobilité dans le secteur. L'infrastructure est offerte aux riverains de ces rues par Seydou Nantoumé de Toguna Agro-Industrie SA en reconnaissance et en hommage à Fé Alokouma, un opérateur économique qui s'est illustré par son amour pour les autres. Les rues, d'une manière générale, dans nos quartiers sont impraticables. Nous, grâce à Toguna Agro-Industrie, Seydou Nantoumé, nous avons eu au moins 7 rues pavées. Donc, nous sommes très contents. Nous trouvons que c'est une très bonne chose, des choses à encourager. Nous remercions beaucoup Toguna Industrie pour avoir pris cette initiative. Vraiment, Kala bénit Toguna Industrie, c'est un honneur pour notre père. Kala vraiment bénit les bienfaiteurs. L'autorité municipale salue ce geste qui constitue en soi un appui de taille pour les travaux d'entretien des rues. Et nous demandons à la population de prendre exemple sur l'initiative de la société Toguna SA. Parce que vous savez, aujourd'hui, la collectivité n'a pas beaucoup de moyens. Donc si les uns et les autres arrivaient à conjuguer les efforts, je pense que ça peut réduire beaucoup certaines situations dans notre commune. Le représentant des riverains estime qu'une telle réalisation mérite un suivi régulier. C'est pourquoi une commission composée de jeunes sera mise en place pour l'entretien des rues pavées. La Fédération des géoscientistes est désormais sur le fonds Baptismo, une organisation fédératrice qui vise à renforcer la profession pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans la politique de révalorisation du secteur minier malien engagé par les autorités. L'Assemblée constituante s'est tenue le samedi 30 septembre 2023 au mémorial Modibo Keïta. Le point avec Bemba Sibi. Ensemble, tout est possible. C'est cette idée qui sous-tend la création de la Fédération des géoscientistes du Mali, FEGEM, une organisation qui réunit 5 associations de géologues du Mali. La fédération était une idée qui avait germé dans nos esprits depuis les années 79-80. À l'époque, c'était la SONAREM et la DNDM, deux structures étatiques, qui avaient tenté de mettre en place une fédération des géologues. Aujourd'hui, nous voilà enfin cette cérémonie qui va consacrer la naissance de la fédération. Cette assemblée constituante a permis de poser les jalons de la nouvelle organisation qui va s'atteler à mieux structurer le secteur. Le Mali est un grand pays minier et nous avons notre mot à dire. Nous devons aussi réfléchir à l'avenir des géologues qui sont les piliers de l'économie du Mali. Ceci en veillant au respect de la déontologie de la profession, créer un cadre d'échange d'informations, d'expériences, d'expertise, de formation et de perfectionnement, ce qui permettra à la FEGEM de jouer pleinement son rôle dans la politique de révalorisation du potentiel minier malien engagé par les autorités. Et c'est le Dr Madani Diallo, premier président de la Fédération des géoscientistes du Mali, qui sera chargé de conduire cette mission avec un bureau de 22 membres. Désormais, dans vos kiosques, une nouvelle apparition intitulée « La crise malienne et les mutations géopolitiques dans le G5 Sahel ». L'auteur est Aboubakar Dolo, analyste
en stratégie internationale, diplômé de l'Institut des relations internationales et stratégiques Iris Sup de Paris. L'auteur fait une analyse de la crise au Mali et jette un regard sur la géopolitique du Sahel face aux enjeux globaux. Weekend Sport, c'est avec vous Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir Fossini Tunkara. Handball, le Sigui de Caille en homme et l'AS Police en dames sont les vainqueurs de la Coupe du Mali. L'édition 2023 a connu son épilogue hier dans la salle Salamatou Maïga, Palais des Sports de Bamako. L'AS Police a battu le centre Omnisport de l'Afiabougou 29-24, alors que le Sigui de Caille et l'USFAS n'ont pas pu se départager dans le temps réglementaire 20-20 puis 24-24 après prolongation. C'est dans la séance des tirs au but que le Sigui de Caille s'est imposé 5-3. On en sait plus avec Famourou Djourté. Cette finale entre l'USFAS et le Sigui de Caille en jaune était remplie d'émotions. USFAS Sigui de Caille, le remake de la finale du championnat national 2023. USFAS Sigui de Caille est une opposition de style. L'expérience et le physique d'un côté contre la jeunesse et la technique de l'autre. L'USFAS avait la maîtrise de la balle et la stratégie de jeu, alors que le Sigui se basait surtout sur des mouvements rapides et des tirs puissants. Les scores étaient de 19-19 à 1 minute de la fin du temps réglementaire et 20-20 à la fin. Les 2 fois 5 minutes de prolongation n'avaient pas suffi à les départager. C'est à la séance des tirs au but que le Sigui triomphait par 5 tirs réussis contre 3. Qui l'eût cru, l'USFAS homme renversé par le Sigui de Caille en Coupe du Mali de handball. Les 2 formations vont se retrouver à nouveau pour la Super Coupe du Mali. Mais un peu plus tôt, c'est l'AS Police Dame qui a détrôné le centre Omnisport de l'Afiabougou COL. Les policières ont dominé de bout en bout la partie. 29-24 score final. Nous sommes très heureux. Nous remercions toutes les autorités du Mali et à travers le ministre des Sports. Dire que aujourd'hui le handball est en train de monter en puissance et nous nous en réjouissons. Et nous avons une finale qui est allée jusqu'au tir au but. Et je pense que même le président de la fédération me disait que c'est une première d'aller au tir au but comme ça. Mais ce que je retiens le plus, c'est au-delà du match, c'est que nous sommes en train de voir un nouveau visage. Aujourd'hui, il faut être très reconnaissant vis-à-vis du président et de toute son équipe. Parce que la fédération aujourd'hui de handball est en train de faire son travail. Ce que nous demandons à toutes les fédérations, c'est d'être là pour la promotion de leur discipline. La saison 2023 de handball se referme ainsi avec les victoires du Sigui de Caille Homme et l'AS Police Dame en Coupe du Mali. Parlons à présent de cette conférence de presse animée par les responsables de la FEMAFOOT. C'était pour dégager le programme de la saison 2023-2024. Tout à fait, les préparatifs du championnat national de Ligue 1, la répartition de la manne financière en fin de saison et le programme des équipes nationales ont été détaillés ce matin au siège de la Fédération malienne de football, Seragato Sissi. Le comité exécutif de la FEMAFOOT, élu le 29 août dernier, se lance à l'assaut de la réalisation du programme d'activité annuel. Après la Supercoupe Ben Omar Sy, annonçant les couleurs de la saison 2023-2024, la FEMAFOOT est déjà à pied d'œuvre pour les préparatifs du championnat national de Ligue 1 prévu le 7 octobre. Je remercie le département à travers le ministre des Sports qui a fait beaucoup d'efforts, malgré que le stade Omnisport n'est pas encore, et Modibo Keïta n'est pas encore terminé, mais il a pris des dispositions afin qu'on puisse jouer là-bas en semaine. Maintenant, pendant les week-ends, les samedis et dimanches, nous allons jouer au stade 26 mars. Donc le stade 26 mars, il va y avoir 2 matchs le samedi, 2 matchs le dimanche. D'après le département, le stade Mamadou Konaté va être réceptionné normalement au mois de janvier. La Ligue professionnelle sera instaurée lors de la saison 2024-2025 avec 14 clubs assortis d'un cahier de charges. La FEMAFOOT apporte des innovations dans la répartition de la manne financière lors de la saison 2023-2024. En Ligue 1, le champion du Mali recevra 30 millions de francs CFA, le vice-champion 15 millions de francs CFA et le troisième 10 millions de francs CFA.
Au niveau du football féminin, l'équipe championne percevra 10 millions de francs CFA et la vice-championne 5 millions de francs CFA. La troisième recevra 2 millions de francs CFA. En Coupe du Mali, l'enveloppe est aussi revue à la hausse. L'équipe victorieuse en messieurs touchera 25 millions de francs CFA contre 10 millions à la finaliste. Chez les dames, le vainqueur empochera 6 millions de francs CFA et le finaliste 3 millions de francs CFA. S'agissant de l'agenda des Aigles du Mali, le principal conférencier confirme l'annulation du match amical Sénégal-Mali du 14 octobre à Dakar et rappelle la tenue des rendez-vous tous amicaux Mali-Ouganda le 13 octobre à Bamako et Arabie Saoudite-Mali le 17 octobre au Portugal. Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako valide son ticket pour la phase de groupe. Le stade malien de Bamako a obtenu sa qualification en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Malgré sa défaite 3-1 face à Aigle Noir du Burundi, le but marqué à l'extérieur a pesé dans la balance. À l'aller, le stade malien de Bamako avait gagné ici à Bamako, stade du 26 mars de Madjo, par 2-0. Les Blancs joueront la phase de poule de la Coupe de la Confédération pour la 5e fois après 2009, année du sacre, 2012, 2013 et 2014. Le tirage au sort de la phase de poule est prévu donc le 6 octobre prochain. Merci beaucoup, Abdul Karim Kawa. Merci bien, Fousseni Tunkara. Vous pourrez suivre demain à partir de 16h dans le programme le magazine en français sur la Biennale artistique et culturelle de Mopti, édition 2023, un magazine de 52 minutes intitulé « Le Mali debout grâce à sa culture ». Page noire, l'armée malienne est en deuil. Le lieutenant-colonel Moussa Traoré, mécanicien chevronné des avions de son État, est décédé le samedi dernier en mission commandée à l'âge de 62 ans. Des honneurs lui ont été rendus ce mardi à la base 100 de l'armée de l'air. Aliou Abdoulaye Touré. L'officier supérieur dont l'armée malienne pleure la disparition est un mécanicien chevronné des avions. Mais hélas, fait lieutenant-colonel Moussa Traoré perd le combat de sa vie en mission commandée sur le théâtre des opérations. Il est né un 15 juillet 1961 à Bougouni. Il a embrassé très tôt le métier des armes. C'est en 1984 qu'il est engagé volontaire à l'armée de l'air. Sa mort est une perte incommensurable et insupprimable pour nous, car on ne s'attendait pas à ceci aujourd'hui. D'ici à l'au-delà, aujourd'hui et toujours, ta famille, tes collègues et tes enfants en particulier se souviendront de toi comme si c'était aujourd'hui. Lieutenant-colonel Moussa Traoré était un homme dévoué à la tâche. Son engagement et sa détermination lui ont valu des formations de technicien supérieur en mécanique en Russie, cours spécial de technicien de l'air et des cours de perfectionnement d'officiers au Maroc. Je veux vous dire, quand jeune ingénieur, je suis venu à l'unité à l'escadrille de transport, c'est lui qui m'a accueilli. Il m'a dit, mon lieutenant, les galons, pour mieux comprendre les choses ici, il faut laisser le galon de côté. Mettez la main dans la pâte, comme ça vous allez mieux comprendre. Il a toujours été un frère, un conseiller et vraiment un formateur pour moi. Profondément humain et attaché au métier des armes, le lieutenant-colonel Moussa Traoré était un officier valeureux avec un esprit d'équipe reconnu par ses frères d'armes. Moussa Traoré, c'est quelqu'un, le vrai sens de la polyvalence, c'est distinct avec Moussa Traoré. Quand je dis le vrai sens de la polyvalence, Moussa était polyvalent de sorte qu'il était capable de travailler sur tous les avions de l'armée de l'air et dans tous les domaines qui puissent exister, que ce soit l'électricité, que ce soit la chaudronnerie, que ce soit la mécanique. Puis Moussa s'était fait une image à l'armée de l'air. Moussa était quelqu'un d'extraordinaire et Moussa était un infatigable travailleur et vraiment qu'il repose en paix. Après plusieurs années dans les airs au service de la nation, le lieutenant-colonel Moussa Traoré repose désormais au cimetière d'Amdallaï pour l'éternité. Dors en paix, digne fils du Mali. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.